Nous sommes le jeudi 31 mai 2018. Merci à vous tous d'être au rendez-vous de New World ce soir sur votre chaîne. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous irons au Proche-Orient évoquer la plus sévère confrontation depuis 2014 dans la bande de Gaza. Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, l'armée israélienne a frappé mardi des dizaines de cibles dans la bande de Gaza en représailles à un feu nourri de roquettes et d'obus de mortier. Confrontation la plus sévère entre Israël et les groupes armés palestiniens depuis la guerre de 2014. On est encore entré, Mamadou Diouf, dans une sorte d'escalade, c'est ça? Oui, on retrouve encore une escalade et on est pratiquement habitué parce que entre 2008 et maintenant, il y a pratiquement eu 3 guerres entre Israël et cet espace de Gaza. Une partie qui avait impliqué également le Hezbollah libanais une fois. Mais c'est juste pour dire qu'il n'y a aucune surprise parce qu'il y a une donne qui a échappé aux gens. Pendant que les Palestiniens faisaient la marche, cette marche du retour, comme ils l'appellent pour célébrer la catastrophe, pendant la marche, Israël avait frappé des positions de Hamas et du mouvement djihad islamique au niveau de Gaza. Et tout le monde avait dit que c'est parce qu'il y a la marche et qu'ils ne réagissent pas, ces gens réagiront. Donc tout le monde s'attendait à ce que les Palestiniens réagissent. La deuxième chose, les manifestations, bien qu'elles soient pacifiques, parce qu'on a montré nulle part où les manifestations qui se faisaient devant le grillage israélien, les Palestiniens ont tiré sur l'armée israélienne, ces manifestations ont fait 122 morts. Là également, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait une réaction. Laquelle personne ne savait. Est-ce que ça va être des coups de couteau qu'on va planter sur le dos des gens comme ça se fait? Est-ce que ça va être une voiture bélier? Est-ce que c'est les mortiers comme ils l'ont fait? Ils ont utilisé cette fois les mortiers. Et c'est tellement vrai que cette fois, les deux mouvements ont fait un communiqué commun, alors que les deux mouvements ne sont pas les mêmes, les modes d'action ne sont pas les mêmes. Mais si les deux mouvements se sont mis ensemble, c'est que si ça continue, c'est clair qu'on va aller vers une nouvelle escalade. Mais alors, est-ce que ces mouvements palestiniens ne donnent pas un peu raison à Israël aux yeux de la communauté internationale? Non, pas du tout. En fait, si on refait l'histoire, pas du tout. Parce que dans leur communiqué, ils sont clairs. On les regarde comme ceux qui ont tiré les premiers. Mais eux, ils disent qu'ils n'ont pas tiré les premiers. C'est pourquoi, je le rappelle, pendant les marches, Israël a frappé 3 fois et ils ont tué 3 parmi eux, qui n'étaient pas au niveau des manifestations devant le grillage. Et c'est ça qui explique qu'eux également, ils aient frappé. Donc, si on regarde la chronologie, si on respecte cette chronologie, ils sont en train de répondre à la frappe d'Israël. Alors qu'Israël présente les choses comme si on les a tirés dessus, alors que rien ne s'est passé auparavant. C'est pourquoi ils ont réagi en frappant très fort pour atteindre ces deux mouvements. Mais la guerre de communication semble pencher du côté d'Israël. Mais bien sûr, Israël a les médias à sa disposition. Israël a tout un ensemble de pays qui lui sont favorables, de sorte que quand on regarde la façon dont les gens se prononcent sur la question, quand Israël tue 122 personnes, on appelle Israël à la retenue. Quand les Palestiniens tuent un Israélien, on ne les appelle pas à la retenue, on les dénonce. Je crois que sur ce plan-là, Israël a toujours gagné la bataille de la communication, puisque les médias sont plutôt favorables au discours tenu par Israël qu'au discours tenu par les Palestiniens. Dans les faits, est-ce que les Palestiniens ne sont pas quand même en train de mener une guerre qui est perdue d'avance? La puissance militaire est inégalée entre les deux. En tout cas, les Palestiniens sont convaincus qu'ils vont gagner leur guerre. Et c'est pourquoi depuis 70 ans, malgré 51 000 morts, puisque c'est les chiffres que donnent les ONG entre 1947 et aujourd'hui, la résistance n'a pas cessé. Même avec les bombardements, on a vu les gens qui sont victimes des bombardements, quand on leur a demandé, ils ont dit qu'ils sont d'accord avec le fait qu'on ait tiré des mortiers, parce qu'il faut qu'ils se battent pour libérer leur terre. Et ça, c'est même dans les écoles, les Palestiniens l'enseignent aux enfants. Quand on regarde les reportages sur la question, quand ils finissent de chanter l'hymne de leur pays, en plus de ce que l'hymne contient, les enfants prennent l'engagement de libérer leur pays.
C'est pourquoi on parlait de intifada, parce que c'était plutôt des enfants qui avaient pris les pierres pour animer cette révolte-là. Et quand il y a des manifestations, on le voit, c'est plus des adolescents qui sont au niveau de la manifestation que des adultes, ce qui veut dire que les Palestiniens sont très loin de baisser les bras, même si la communauté internationale les regarde sans rien faire, malgré cette situation d'injustice. Avec la riposte que Israël a quand même opposée aux Palestiniens, le message pour Israël est clair, au moindre faux pas, nous riposterons très durement. Mais c'est ce que Israël a toujours fait. Il faut dire que Trump est venu ajouter du poil à la bête. Netanyahou n'a jamais parlé aux Palestiniens en tenant un langage modéré. Il a toujours été menaçant, il a toujours dit on va frapper très fort. C'est exactement ces mots et c'est ce qui a toujours été fait. Et malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, généralement quand ce genre de situation se passe, la moindre des choses c'est de condamner, mais les condamnations quand elles sont là, elles sont extrêmement molles, ou bien même il n'y a pas du tout de condamnation, voire même comme le fait les États-Unis, on justifie les frappes d'Israël sous prétexte qu'Israël doit s'occuper de sa sécurité et de la sécurité de ses populations, et les Palestiniens qui doivent s'occuper de leur sécurité. L'armée israélienne accuse le Hamas d'être en train de la chercher là. Non, le Hamas n'a jamais cherché l'armée israélienne parce que le Hamas c'est le Hamas qui est derrière toutes ces manifestations qui ont été faites pendant plusieurs semaines au niveau des frontières. Et comme je l'ai dit, tous les témoins sont d'accord que les manifestations étaient pacifiques. Les armes étaient là-bas. Les mortiers qu'ils ont tirés, ça ne vient pas d'arriver, ils étaient là. Mais pendant ces manifestations, les mortiers n'ont pas été utilisés. Mais comme je l'ai dit, les mortiers sont une réponse à des bombardements israéliens qui ont eu lieu pendant ces manifestations. Il faut bien qu'on fasse la part des choses. Ce que le Hamas demande, c'est très clair. C'est que Israël libère les espaces palestiniens qu'ils occupent. Mais la réponse, c'est quoi? Après les manifestations, Israël a autorisé la construction de 2000 nouveaux logements en Cisjordanie, c'est-à-dire on va créer encore une colonie qui va prendre encore dans les terres palestiniennes pour donner à des Israéliens. Mais aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui provoque, c'est Israël. Le blocus contre Gaza, ce n'est pas le Hamas, c'est Israël. Les gens sont obligés de creuser des tunnels pour passer dans des tunnels comme des rats pour aller chercher du lait pour des enfants, des médicaments, parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Alors que le blocus, c'est quelque chose qui est interdit par le droit international. Mais personne ne dit rien. Donc aujourd'hui, les Palestiniens sont dans une situation où ils se défendent. Ils ne sont pas dans une situation où ils attaquent, comme la communication israélienne tente de le faire montrer à travers les médias. Alors, Israël a quand même réussi à mettre quasiment un embargo sur les territoires palestiniens. Comment réussissent-ils à se procurer un mortier et autres? En fait, il y a deux voies. Actuellement, on parle de la voie iranienne aujourd'hui parce que ce n'était pas la première voie. On parle de la voie iranienne puisqu'il y a déjà un conflit larvé entre Israël et l'Iran qui s'est renforcé avec la guerre au niveau de la Syrie. Le commerce des armes dans une zone où il y a la guerre, quand ça se fait, c'est après qu'on voit par où les choses sont passées. Le Hezbollah du Liban est accusé de fournir des armes aux combattants palestiniens. La Syrie, pendant un temps, a été considérée comme un fournisseur également d'armes. L'Iran a tout le temps été accusé, il l'est encore plus présentement. Mais certainement, les Palestiniens se sont organisés pour voir comment s'approvisionner en armes, bien que quand on parle de mortiers et autres, quand on les compare à la force de frappe israélienne, c'est vraiment rien du tout parce que faire entrer une arme au niveau de Gaza en particulier est extrêmement difficile puisque Gaza est dans un blocus total. Il y a une seule porte de sortie actuellement, c'est la porte de Rafah qui mène en Égypte et même l'Égypte participe au blocus parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler puisqu'ils ferment la porte de Gaza, de Rafah plutôt, ils l'ont ouvert actuellement comme ils disent à l'occasion du Ramadan pour pendant un mois laisser les gens pouvoir passer, aller acheter des choses et puis revenir. La Palestine n'a pas clairement, comme on peut le dire, la communauté internationale de son côté. Qu'est-ce qui explique cet échec au niveau de la diplomatie? En fait, l'échec s'explique par le fait que le meilleur espace pour régler ce problème, c'est les Nations Unies. En particulier, le Conseil de sécurité. Alors que dès qu'on dit Conseil de sécurité, quelles que soient les preuves qu'on a obtenues, si vous arrivez, les Américains mettent leur veto. Même pour les 122 morts, 122 morts
qui ont été dénoncés par toutes les ONG, par exemple, qui s'occupent des questions de droits de l'homme. Quand on a réuni le Conseil de sécurité, on a simplement demandé qu'on mette en place une commission d'enquête internationale. Les Américains ont mis leur veto. Donc, c'est à ce niveau qu'on aurait pu normalement régler ce problème, d'autant plus que l'ONU est en partie responsable du problème palestinien, parce que c'est l'ONU qui a voté le plan de partage en 1947. Donc, si on a créé l'État israélien, l'ONU a participé à la création de l'État israélien avec ce qu'on appelait la solution à deux États, dont on parle jusqu'à présent, mais on ne voit qu'un seul État, et l'autre État, même ses terres, sont en train d'être grignotées progressivement. Donc, les Nations Unies, c'est l'endroit idéal pour le faire. Malheureusement, avec ce qui se passe aujourd'hui aux Nations Unies, De Gaulle avait certainement raison, ça ressemble à un machin ou à un truc entre les mains d'un certain nombre de personnes qui détiennent ce droit de veto. Et si ces personnes soutiennent Israël, c'est clair que la solution ne passera pas par les Nations Unies. De jour en jour, on semble s'éloigner d'une solution négociée entre ces États-là, entre Israël et la Palestine. Mais bien sûr, on risque de retourner vers la solution militaire. Parce que même au niveau de l'organisation de la conférence islamique qui est devenue coopération islamique, le sommet qui a été tenu à Istanbul, convoqué par le président Erdogan, quand les gens sont allés, mais même ceux-là ne se sont pas entendus. Puisque Erdogan avait proposé qu'on mette en place une force qui puisse au moins aller protéger les populations civiles palestiniennes. Mais même ça, eux, ils n'ont pas été capables de s'entendre. Si au niveau de l'OCI, on ne s'entend pas, il ne faudrait pas être étonné qu'aux Nations Unies, on ne s'entende pas, parce qu'au niveau de l'OCI, au moins le principe est là. Tout le monde est d'accord pour soutenir le peuple palestinien devant les micros. Mais après, chacun regarde du côté de son maître qui ne dit pas son nom pour savoir qu'est-ce que son maître veut ou pas avant d'accepter ce qui a été proposé, et raison pour laquelle la protection des populations civiles n'a pas été acceptée lors de ce sommet. Mais là-dessus, si on en vient clairement sur un terrain militaire, la cause palestinienne ne sera jamais entendue et elle perdra. Ils ne perdront pas, ils vont continuer à se battre jusqu'à ce que certainement des données changent à travers ce monde. Parce que si les données changent, les choses vont changer. En Égypte, quand, comment il s'appelle encore, l'ancien président des frères musulmans, qui a été destitué par coup d'État, est arrivé, mais les jeux avaient complètement changé, parce que l'Égypte avait changé complètement de position par rapport à Israël. Mohamed Morsi. Voilà. Avec l'arrivée de Mohamed Morsi, tout avait changé. D'ailleurs, pour montrer comment les Israéliens les Égyptiens étaient du côté des Palestiniens, dès qu'ils ont su que Mohamed Morsi est du côté des Palestiniens, la première chose que les populations égyptiennes ont demandé, c'est le départ de l'ambassade d'Israël de l'Égypte. Aujourd'hui, c'est parce que c'est Al-Sisi qui est là-bas que ça se passe comme tel. Donc, rien qu'un changement au niveau des chefs d'État dans la sous-région peut complètement changer les donnes. Et est-ce que les Palestiniens vont attendre tout ça en croisant les bras? Ils ne peuvent pas croiser les bras, c'est pourquoi ils se battent avec les moyens du bord, de sorte que parfois, quand on les regarde, c'est des cailloux qu'ils prennent pour jeter sur des chars qui sont blindés. C'est vraiment juste la façon de montrer que je ne suis pas d'accord et je résiste avec ce que j'ai devant moi. Est-ce que c'est si difficile pour les autorités palestiniennes, que ce soit le Hamas ou le Gaza, d'envisager faire, une solution plutôt diplomatique qu'une solution négociée en associant un peu les grands États pour participer à cette solution-là? C'est que la solution négociée a été essayée plusieurs fois. Il y a eu la conférence internationale sur la Palestine, il y a eu les accords d'Oslo, il y a eu plein de choses. Mais qui n'a pas respecté les accords? C'est Israël. Puisque dans les accords, il y a le fait que les colonies doivent être démantelées, parce que les colonies sont sur le territoire palestinien. Israël ne l'a jamais fait. Au contraire, les colonies poussent encore comme s'il n'y avait pas eu ces accords. Il y a la question du retour des réfugiés, qui est la résolution 242 des Nations Unies depuis fort longtemps. Israël ne veut pas en entendre parler. Mais où est la négociation dans ces conditions quand c'est une partie qui veut dicter à l'autre partie, voilà les conditions dans lesquelles vous allez créer votre État. Et de plus en plus, Israël va vers ce qu'on appelle un État unitaire. Venez habiter à l'intérieur d'un État qui va être Israël et nous allons garantir votre sécurité. Il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Les Palestiniens ne l'accepteront jamais. Ça veut dire jamais les combats ne cesseront? Ils cesseront si on donne aux Palestiniens un minimum. C'est-à-dire qu'on retourne aux frontières de 47, qu'on retourne aux frontières de 67, parce qu'il y a plusieurs accords avec plusieurs propositions de frontières, mais
il faut au moins qu'un de ces accords soit accepté et qu'Israël accepte qu'il faut céder un certain nombre de choses aux Palestiniens, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on va demander aux Palestiniens de céder à Israël. Ils n'ont rien pris d'Israël pour lui céder quelque chose. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et nous recevons l'invité de ce jeudi.